Bonjour à tous, d'où on va aborder, je peux dire, l'avant-dernier cours de cette série sur la synthèse. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder les matériaux inorganiques élaborés par des voies hydrothermales, voire somothermales. Alors, une fois de plus, pour cadrer un peu comment on avance, voilà, si vous voulez, le plan de ce cours. On a commencé à couvrir pas mal de choses, puisqu'on a couvert directement les systèmes de haute température ainsi que les hautes pressions. D'où, et la dernière fois, on a regardé finalement les synthèses en sel fondu, voire en liquide ionique. D'où là maintenant, ces derniers cours, on va aborder ce que j'appellerais la méthode de chimie douce. On a vu un peu, vous avez vu un cours sur la biominéralisation, et aujourd'hui, ce qu'on va voir, effectivement, c'est ces synthèses hydro-solvothermales. Et vous allez voir que c'est certainement une des approches de synthèse les plus importantes et les plus répandues de nos jours. Alors, cette approche de synthèse, eh bien, on va un peu voir son histoire. D'abord, le mot hydrothermal, eh bien, ça provient du grec, d'origine grecque, dans lequel hydro signifie eau et thermos, chaleur. Et c'est d'ailleurs, le mot a été utilisé la première fois par un géologue britannique, par le nom de Roderick Murchison, qui a décrit directement ce procédé, comme indiqué ici, par l'effet de la température et des pressions élevées sur les changements au niveau de la croûte terrestre et comment cela va modifier notre paysage, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle on va voir par la suite comment, au niveau terrestre, eh bien, ces approches hydrothermales sont, je dirais, très répandues. Alors, si on regarde encore l'histoire, eh bien, on s'aperçoit que les premières tentatives d'imitation de la nature, finalement, d'essayer de refaire ce que la nature avait fait avant nous, et bien longtemps avant nous, eh bien, a été démontré la première fois par l'allemand Carl-Emil von Schaeffel, qui a directement fait croître les premiers cristaux de quartz dans une marmite à pression. Donc, vous voyez ici, avec le couvercle, et ainsi de suite. Vous allez voir, on va revenir souvent sur cet exemple, car ce n'est rien d'autre exactement que les bases de la synthèse hydrothermale. Par la suite, en 1848, Robert Bunsen a fait croître des cristaux de carbonate de barium ou de carbonate de strontium à 200 degrés C sous une pression de 15 bars dans des ampoules scellées. Et je dirais, pendant ce temps, et jusque dans les années 1950, eh bien, cette synthèse hydrothermale a demeuré, je dirais, l'expertise des géologues, et ainsi de suite. Et à partir de 1950, il y a eu une totale explosion de ces approches de synthèse hydrothermale, comme on peut le voir ici. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez la littérature, vous avez beaucoup de mots dans hydrothermale, vous avez solvothermale, bon, je vais le définir ici, on va utiliser solvothermale seulement lorsqu'on va opérer un milieu non aqueux. Ensuite, il y a alcothermale, glycothermale, amnothermale, dépendant directement des types de milieux dans lesquels vous allez opérer. Et vous pouvez voir aujourd'hui que tout ça, on va le voir, repose sur la technologie des fluides supercritiques. Alors, cette synthèse hydrothermale, comme je l'ai dit, eh bien, elle se répand de façon énorme, c'est ainsi. Elle a ses origines, je dirais, ou ses racines qui sont en train de pousser au niveau de la biologie, de la chimie, de la physique, voire et bien sûr de la géologie. Et vous avez ici toutes les applications au jour d'aujourd'hui de cette synthèse hydrothermale. C'est-à-dire qu'elle touche tous les domaines, y compris, bien sûr, les domaines de l'environnement et du recyclage. Et vous pouvez voir ici, l'hydrothermale, on trouve beaucoup de définitions. Vous avez les transformations hydrothermales, les décompositions hydrothermales. Je ne vais pas toutes les énumérer, le recyclage hydrothermal. Enfin, pour vous dire directement l'importance que requiert cette synthèse hydrothermale aujourd'hui dans notre société. Alors finalement, cette synthèse hydrothermale, elle repose sur quoi? Eh bien, elle va reposer, comme je vous l'avais dit, sur le fait d'avoir de l'eau dans l'état supercritique. Et c'est la raison pour laquelle, comme base, je vous remets ce diagramme de phase de l'eau, dans lequel vous avez ici la pression et la température, où vous pouvez directement voir les différents états de l'eau. Vous avez l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, avec ce que vous connaissez très bien qui est le point triple, c'est-à-dire le point de conjonction, vous avez coexistence d'un état solide, liquide et gazeux. Et ensuite, vous avez ici le point critique. C'est quoi ce point critique? Eh bien, c'est tout simplement le point dans lequel vous n'avez pas directement de transition de phase entre le liquide et le gaz. C'est-à-dire que cette transition de phase est impossible. Et c'est directement dans ces domaines que la synthèse hydrothermale va directement avoir lieu. Parce que pourquoi? Eh bien, lorsque vous êtes directement dans ce régime, l'eau va avoir des propriétés totalement différentes. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va y avoir un pouvoir solubilisant très important, une viscosité faible, et ainsi de suite. Tout ça va directement modifier les synthèses qu'on va pouvoir effectuer. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que l'eau va être un acteur majeur dans de nombreux processus géochimiques et environnementaux. Et on va voir cela. En effet, on est entouré
d'effets dans lesquels vous avez la synthèse hydrothermale. D'où il va vous falloir des fluides hydrothermaux. Eh bien, c'est ce que la nature sait faire de façon très simple. En effet, si vous prenez un système hydrothermal, il va se former quand l'eau du sous-sol est chauffée par des roches magmatiques, comme on peut voir ici, et cela se traduit à vos yeux par différents effets, que sont dans ce cas les fumerolles, qui ne sont rien d'autre que des dégagements gazeux de vapeur qui se trouvent directement autour des volcans, près des cratères. Vous avez directement les geysers, qui sont des sources d'eau, je dirais intermittentes, qui rejettent directement de l'eau à de hautes pressions et de hautes températures. Et bien sûr, vous avez aussi ce qu'on appellerait les hot springs. Bon, dans tout ça, je dirais, beaucoup de touristes adorent directement ces coins d'eau chaude et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, les fluides hydrothermaux que l'on a directement sur notre planète. Et bien, c'est ça, finalement, qui est responsable pour tout ce qui nous entoure. En effet, je pourrais dire qu'en ce cas, l'aberration hydrothermale bien, va tout simplement être responsable pour les beaux paysages qu'on peut voir ici. Ensuite, cette eau, comme on va le voir, elle va être capable d'avoir un pouvoir solubilisant très important, de solubiliser, je dirais, des matières premières, des oxydes, ainsi de suite, et de pouvoir directement les relarguer lorsque sa température va changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transport de matières premières, et on va pouvoir, dans ce cas, faire de la croissance cristalline. Et c'est ce que la nature fait. C'est-à-dire que tous les cristaux, ou je dirais la plupart des cristaux à 90%, qui existent dans la nature, sont le résultat de synthèse hydrothermale qui se passe au cœur de notre planète. Alors si on regarde finalement notre planète, j'espère que vous êtes convaincus qu'au jour d'aujourd'hui, la planète, on peut la décrire finalement comme une cocotte minute. Une cocotte minute pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, bien, vous allez voir les eaux hydrothermales que j'ai mentionnées, qui vont être directement chauffées par les roches magmatiques, et on va avoir directement ces chemins de convection. L'eau chaude qui va être chargée, je dirais, de minéraux va monter, va se refroidir à la surface. Il va y avoir dans ce cas une étape de sursaturation dans laquelle les composés vont directement se déposer, et ensuite elle va être refroidie, redescend. Et vous avez directement ce circuit continu, cette convection de fluide thermique. Bien ça, c'est exactement la même chose que vous avez dans votre cocotte minute ou votre marmite lorsque vous cuisinez. C'est-à-dire que vous mettez directement sur le gaz, vous avez directement la chaleur au-dessus de la flamme qui a monté pour aller se refroidir à la surface, c'est-à-dire qu'en ce cas, l'eau dans ce cas est dilatée, d'où elle va directement remonter, elle va aller à la surface se refroidir, avoir un échange thermique et retomber le long des parois. Et vous avez également, dans ce cas, le même, je dirais, chemin de convection du fluide thermique que vous avez au cœur de la Terre. Alors cela, bien sûr, ça va engendrer des choses intéressantes, parce que à haute température, comme je l'ai dit, cette eau va avoir un pouvoir solubilisant, et elle pourra se charger de minéraux, de chlorure, de carbonate et de sulfate, qu'elle va pouvoir relarguer à sa guise lorsqu'on va changer de température. D'où, c'est ce point de sursaturation qui va être l'équivalent du relargage des minéraux, qui va dépendre de la température, de la pression et du pH, et du taux de changement des espèces minérales. D'où ça va être vraiment important. Et par conséquent, si on regarde finalement la synthèse hydrothermale, eh bien cette synthèse hydrothermale, elle peut se décrire en 3 étapes. La première étape, vous allez directement avoir l'eau, la phase solide, et ensuite un minéralisateur, je vais revenir dessus, qui a un rôle important. Ensuite, vous allez directement chauffer en température, vous êtes dans un milieu fermé, ce qui fait que vous allez avoir une pression autogène. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir directement la chimie des solutions qui va se passer pour avoir la formation d'une nouvelle phase. Alors pourquoi tout cela et quelles sont les étapes? Eh bien, bien sûr, on va directement utiliser l'eau à des températures bien plus hautes que la température d'ébullition pour profiter de sa propriété d'agent solubilisant. On va utiliser des enceintes fermées pour créer cette pression autogène, les pressions dont je vous ai parlé, et on va voir par la suite de quel type de pression s'agit-il et des intensités. Et ce qui est très important, c'est qu'on va dans ce cas utiliser un minéralisateur qui va être soit des bases, comme un NaOH ou un Na2CO3, ou alors directement des acides. Et le but va être tout simplement dans ce cas d'augmenter tout simplement la solubilité des différentes espèces. C'est-à-dire qu'il va y avoir des complexes entre les groupes hydroxyles et les différents cations, anions, ainsi de suite. Et cela eh bien, va, bien sûr, accélérer la cristallisation afin d'obtenir un meilleur transport au sein, finalement, de notre solution. Alors voilà, si vous voulez, le principe, et on y reviendra par la suite, de ces réactions hydrothermales. Alors je vous parle beaucoup de pression, je vous parle beaucoup de température, mais que sont ces pressions et que sont ces températures? Bien, si je regarde maintenant sur ce diagramme température-densité, vous voyez tout simplement que lorsque je vais augmenter
fortement la température, okay, et également la pression, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je peux obtenir de l'eau de densité qui n'est plus 1 comme température ambiante, mais qui peut directement atteindre 1,5, 1,6 ou 1,7. Okay. D'où, rappelez-vous, la densité va augmenter avec la température. Si je regarde maintenant la constante électrique, bien vous apercevez que la constante électrique, elle va augmenter considérablement, elle va diminuer considérablement avec la température et plus légèrement avec la pression. Vous voyez, on passe de constante électrique ici de 90 à une constante électrique de 5 avec la température. D'où, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, vous voyez que cette constante électrique va diminuer, et vous savez que cette constante électrique est une des propriétés intrinsèques qui va contrôler finalement la dissociation des espèces et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir qu'ici, finalement, dans le cas de l'eau, eh bien, lorsqu'on va être finalement à 100 kbar à une température, je dirais, de 400 ou 500 degrés, eh bien, dans ce cas, l'eau par elle-même va être directement H3O+, plus OH-. C'est-à-dire que dans ce cas, on va avoir un comportement du sel fondu électronique comme le fluorure d'ammonium, NH4F, ou alors NaOH. Ça veut dire qu'en ce cas, l'eau à cette température est presque l'équivalent d'un sel fondu. Rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière cours, où on avait un pouvoir solubilisant énorme. D'où par conséquent, je répète que cette viscosité, elle va décroître fortement quand la température et la pression augmentent. Et par exemple, si vous pouvez regarder ici, lorsqu'on va directement un changement de 1/10 en 500 degrés et 10 bars de cette valeur à température ambiante. Okay. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, cette viscosité va décroître, d'où ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir une mobilité renforcée des ions, d'où le meilleur transport et une meilleure réactivité. Alors ensuite, lorsqu'on va faire ces réactions, je dirais, hydrothermales, rappelez-vous, je vous ai parlé de la température, de la pression, mais on va faire ça directement dans une enceinte. Et par conséquent, un facteur important va être directement le degré de remplissage de cette enceinte. Et vous allez voir que dans ce cas, eh bien, si je vous montre l'autoclave qu'on va utiliser, je vous montrerai par la suite, eh bien, on peut voir que dans ce cas, regardez, lorsque vous allez augmenter la température, eh bien, la pression va augmenter. Et voilà, dans ce cas, si je remplis directement mon autoclave à 90%, eh bien, je vais obtenir des pressions gigantesques. Pression gigantesque veut dire qu'en ce cas, encore des propriétés différentes de mon milieu. Tout ça, il faudra en tenir en compte lorsqu'on fera des synthèses. Pour un titre d'exemple, eh bien, par exemple, on peut directement voir qu'à un pH de 10,5, eh la solubilité de TiO2 à pression constante eh bien, va augmenter d'un facteur 20 lorsqu'on va passer directement de 100 degrés C à 300 degrés C. D'où, rappelez-vous que l'autre, on va être dans ce milieu, je dirais, que je vais appeler supercritique, et bien dans ce cas, il va y avoir une solubilité forte des différentes espèces, et c'est là, finalement, la clé de toutes ces réactions hydrothermales. Alors, ces réactions hydrothermales, eh bien, elles se passent comme suit, c'est-à-dire que dans ce cas, eh on a tout simplement la réaction séquentielle de dissolution et de précipitation, c'est-à-dire qu'on va mettre un solide, il va se dissoudre, et ensuite on va le reprécipiter de façon contrôlée. Et vous voyez ici, je vais prendre 2 hydroxydes qu'on va dissoudre, ils vont passer en milieu aqueux, il y a une dissolution, et ensuite, à haute température, eh bien, on va directement précipiter. Et dans ce cas, par exemple, on peut faire une perovskite, mais vous allez voir, on peut faire tout type de matériaux. Et bien sûr, tout cela va se faire dans ce genre d'autoclave, dont on va voir par la suite une plus grande description. Mais pour vous montrer une fois de plus que dans ce cas, l'eau a un rôle critique, puisqu'elle est utilisée comme solvant, mais aussi comme transmetteur de pression. Et c'est vraiment ces propriétés qui vont réglementer la synthèse hydrothermale. Alors comment cela se fait au niveau du laboratoire? Bien, voilà les instruments qui sont utilisés. Bon, ce qu'on n'utilise pas tellement ici, mais je reviendrai plus tard dans le cours sur ce que j'appellerai les bombes à 2 étages pour faire une croissance de cristalline. Vous allez voir que la synthèse hydrothermale est utilisée aussi fortement dans l'industrie pour faire la croissance cristalline. Et au niveau du laboratoire, pour faire de nouvelles phases, pour faire des poudres de produits connus, eh bien, on va utiliser ce genre, je dirais, d'instruments, où là, vous avez une autoclave, avec la propriété, c'est qu'on va pouvoir soutirer finalement du liquide lors de la réaction, de façon à suivre de façon semi-in situ comment la nucléation, la précipitation va évoluer. Et là, je dirais, c'est des autoclaves de façon classique, c'est-à-dire le tout ou rien. On va mettre les différents ingrédients, chauffer, ouvrir et regarder. D'où, voilà, si vous voulez, les différents types d'autoclaves qu'on a. Alors finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'avantage de ces synthèses
par rapport aux synthèses céramiques. La synthèse céramique, c'est celle qu'on a vue déjà dans ce cours. Les méthodes céramiques, c'est les méthodes de température, de pression, ainsi de suite. Dans ce cas, on va obtenir, rappelez-vous, force brutale, le composé thermodynamique, et on va obtenir dans ce cas des phases, je dirais, de pureté et de cristallinité importantes. Dans le cas des synthèses hydrothermales, eh bien, dans ce cas, on va directement avoir une modification de la constante électrique, de la densité via la pression et la température, ce qui fait qu'il va autoriser une vitesse de réaction nettement plus importante et par conséquent une modification des réactions et des équilibres, d'où des états de nucléation. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va pouvoir obtenir des poudres cristallines pures et homogènes, mais qui cette fois vont être constituées de particules, je dirais, monodispersées et de morphologie contrôlée, et on pourra, je dirais, contrôler la taille et la morphologie de ces particules. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut regarder de ce côté-là. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples où est-ce qu'on applique cela et comment ça se passe. Alors comme toujours, je vais d'abord considérer les matériaux d'électrode et ensuite je vais directement m'écarter sur d'autres types de produits. Alors le matériau d'électrode que vous connaissez par cœur maintenant, c'est ce fameux composé lamellaire lithium-CO2. Eh bien, on a vu que celui-ci pouvait se préparer par plusieurs méthodes de synthèse. Eh bien, on peut également le préparer par réaction hydrothermale. Vous avez ici différentes réactions hydrothermales avec un minéralisateur, dans ce cas NaOH. Vous utilisez un chlorure de cobalt, vous pouvez utiliser un oxyde de cobalt, et ainsi de suite. Et vous pouvez également faire des matériaux mixtes. Et grâce à cela, à des températures, je dirais, relativement faibles, de 200-220 degrés, vous pouvez obtenir les composés LiCO2 de morphologies différentes, qu'on peut voir ici, et dont les courbes électrochimiques sont indiquées ici. Alors, je ne vais pas aller dans ces courbes électrochimiques, mais on peut s'apercevoir ici que c'est la synthèse numéro 1 qui produit la meilleure courbe, la synthèse numéro 2, excusez-moi, qui produit la meilleure courbe électrochimique en raison du caractère, je dirais, nanoparticulaire du matériau obtenu. D'où c'est pour montrer un peu la diversité que l'on peut avoir sur ces matériaux. On peut également faire d'autres composés utilisés pour les matériaux d'électrode. Ici, vous avez des vanadates qui sont préparés à partir du permanganate et d'oxysulfate de vanadium en milieu KOH ou alors en acide sulfurique avec des températures de 170 degrés selon 4 jours. Et selon que vous utilisez un minéralisateur qui va être basique ou acide, eh bien on va pouvoir directement dans ce cas changer également la morphologie qu'on peut voir. Vous êtes à pH 1,6, pH 4, et on va pouvoir obtenir des matériaux dont les propriétés vont être relativement différentes. Et en effet, si je regarde les courbes électrochimiques, dans lesquelles je porte le potentiel en fonction de la capacité, et vous voyez que lorsque je prépare mon matériau en pH de 1,6, eh bien, j'ai une meilleure capacité qu'à pH 4. Et cela s'explique bien sûr par les états de surface de ces matériaux. Donc voilà ce que l'on peut faire. Ensuite, le matériau qu'on a déjà vu encore maintes fois, qui est dans ce cas ce fameux lithium phosphate de fer, eh bien, rappelez-vous ce matériau par synthèse céramique, on peut le préparer à 700 degrés C, eh bien maintenant, on peut par cette synthèse hydrothermale le préparer à 200 degrés C. Pour ce faire, eh bien, on va utiliser tout simplement de l'acide ascorbique pour prévenir, pour arrêter le passage de Fer+2 à Fer+3, mais on va utiliser dans ce cas, regardez bien, 3 fois la quantité nécessaire de lithium OH comme dans ce cas réactif et minéralisateur. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on peut obtenir des poudres relativement très pures, qu'on peut voir ici, avec des propriétés électrochimiques qui sont directement très intéressantes. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire en hydrothermale. Et ce composé, comme on peut le voir, il est synthétisé à 200 degrés pendant 5 heures. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire ce composé à plus basse température et peut-être en déviant la synthèse hydrothermale et passer, si je peux dire, la synthèse solvothermale. Et en effet, eh bien, c'est ce qu'on a regardé. Et pour ce faire, on a essayé de refaire les réactions indiquées ici, dans lesquelles on parle d'un sulfate et acide phosphorique. Et dans ce cas, eh bien, la méthode, ou je dirais la méthodologie à utiliser, c'est tout d'abord de faire des calculs thermodynamiques en considérant l'équilibre de toutes les espèces en solution de façon à établir le diagramme solubilité pH. Et à partir de ce diagramme solubilité pH, eh bien, on peut déterminer quelles vont être les espèces solubles et non solubles, et surtout savoir dans quel domaine de pH on va travailler. Et par exemple, en ce cas, eh bien, on peut s'apercevoir qu'en pH 7 ou 8, on peut arriver à préparer cette phase, et la difficulté, c'est que si on veut la préparer par solvothermale dans l'eau sans pression autogène, eh bien, on n'y arrive pas car ce composé ne précipite pas en dessous de 100 degrés C. Et l'astuce dans ce cas eh bien, a été d'utiliser directement un solvant diméthylsulfoxyde, comme DMSO,
qui a un point d'ébullition plus élevé et qui va nous permettre d'atteindre des températures de 110 à 115 degrés, température à laquelle eh bien, la phase lithium FePO4 va précipiter. Et si on fait ça, eh bien, on obtient des produits et on peut ensuite jouer sur la cinétique pour ajuster la nucléation de ces différentes particules et avoir des formes diverses comme indiqué ici. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors, comme vous voyez, lorsqu'on fait ces synthèses hydrothermales, on est en train de parler de complexes en solution, c'est-à-dire d'espèces solubles. D'où il faut à tout prix connaître quel est le diagramme, les stabilités en fonction du pH, et ainsi de suite, de ces différentes espèces. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je voudrais introduire rapidement ici les diagrammes qui sont très importants à connaître, qui sont les diagrammes de Pourbet. Alors, ces diagrammes de Pourbet, c'est relativement simple. Pour les comprendre, il suffit de regarder et de voir que lorsque vous êtes directement en bas, vous avez des formes réduites, en haut des formes oxydées, et lorsque vous êtes directement à gauche, vous avez les formes acides, et à droite, les formes basiques. Et ensuite, pour lire ce diagramme, eh bien, c'est relativement simple. Vous directement tracez une verticale, et vous trouvez les couples redox, et vous pouvez appliquer la loi classique, la fameuse loi du gamma, pour les différents composés. Et si on fait ça, eh bien, vous apercevez que le fer, par exemple, en milieu aqueux, n'est pas stable, dans le milieu H2H+, et on a directement la réduction, ou l'oxydation du fer et la réduction du couple H2. Et tout cela, eh bien, ça lie finalement au fameux diagramme de corrosion, dans lequel vous pouvez comprendre ici pourquoi le fer va être directement instable en milieu aqueux. Et vous avez les domaines d'immunité, les domaines de corrosion, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'à pH directement acide, vous avez Fe+3 et Fe2+, sont directement stables. Et vous voyez qu'ici, on peut directement, selon le taux d'humidité, et ainsi de suite, eh bien, la rouille verte va pouvoir s'oxyder en vous donnant directement la rouille rouge qui est caractéristique du fer qui a corrodé. D'où ces diagrammes, si vous voulez, sont certainement utiles pour la corrosion. Ils sont également très importants ici pour comprendre les espèces qui seront stables selon les pH que vous allez utiliser, et ainsi de suite. D'où, vous voyez qu'en ce cas, la basicité du milieu augmente. Il y a directement la possibilité de former directement du FeOH3 à partir du Fer+2. Et ça, si vous voulez, ça pose un problème lorsqu'on fait des réactions en milieu basique. C'est-à-dire que dans ce cas, si vous faites des réactions à l'air, vous allez avoir une évolution ou un risque d'évolution de Fer+2 en FeOH3. Mais je vais vous montrer une astuce que l'on peut faire pour arrêter cela. Et cette astuce va considérer à utiliser ce que j'appellerais des bases latentes. Alors des bases latentes, c'est quoi? Mais c'est rien d'autre qu'une base. Vous prenez l'urée qui va directement s'hydrolyser à température de 90 degrés pour vous donner directement de l'ammoniac. Et ça, cet ammoniac eh bien, va servir d'espèce pour ajuster la basicité de votre milieu. Et vous voyez dans ce cas une réaction, c'est que maintenant, je peux directement faire cette synthèse et sans avoir le risque d'avoir du Fer+3. Pourquoi? Parce que je vais mettre tous mes ingrédients ensemble et ce n'est qu'in situ, durant la réaction, que je vais créer directement la basicité du milieu. Et vous le pouvez voir ici, si je regarde le pH en fonction de la température, et vous voyez que c'est à 60 degrés que je vais dans ce cas eh bien, avoir une basicité de 9 qui correspond à la basicité de l'ammoniac. Et cela eh bien, me permet d'obtenir des phases lithium FePO4 qui sont parfaitement pures. Alors, je vous ai montré ici qu'on est passé finalement, dans ce cas, on va opérer directement avec de l'eau, avec, dans ce cas, de l'urée, et on va pouvoir maintenant passer totalement à une synthèse solvothermale en remplaçant l'eau par des solvants organiques, et on va pouvoir faire, à partir des réactifs indiqués ici, des synthèses en milieux différents, c'est-à-dire dans le formamide ou dans le diméthylformamide, comme indiqué ici. Et là aussi, eh bien, on va obtenir, je dirais, des phases qui vont être parfaitement cristallisées avec des propriétés électrochimiques. Alors voilà ce qu'on peut faire sur les matériaux d'électrode. On peut, comme je vous l'ai dit, avec les méthodes de synthèse, regarder à beaucoup d'autres matériaux et des travaux immenses ont été faits. Un des composés dont vous connaissez beaucoup, c'est bien sûr TiO2. Et voilà directement TiO2. Je ne vais bien sûr pas aller dans tous ces détails, c'est pour vous montrer directement la quantité de travail colossal qui a été fait sur ces matériaux pour ajuster directement leur synthèse avec, dans ce cas, du dopage par le tungstène et ainsi de suite. D'où, par conséquent, vous voyez qu'on a une grande liberté pour manipuler les paramètres du mélange hydrothermal de façon à varier les phénomènes de liquidation-croissance et d'ajuster la taille des particules, voire la morphologie. Alors, d'autres exemples pour montrer finalement ce que l'on peut faire avec toutes ces synthèses,
eh bien, je vais prendre encore des exemples qui vont être, dans ce cas, d'un matériau classique qui va être l'hématite, là aussi qui a été préparé par des multitudes de méthodes. On peut bien sûr le faire par la méthode hydrothermale. Dans ce cas, mais on va partir tout simplement de réactifs qui sont L-méthyle diformamide et du nitrate de fer. Ce DMF bien, va directement s'hydrolyser, il va se transformer directement en acide formique et en diméthylamine. Et c'est ce diméthylamine qui va directement réagir avec le fer plus 3 pour vous donner la phase alpha F2O3. Donc voilà directement la synthèse. Alors là aussi, on peut directement ajuster la morphologie en mettant des surfactants et on va voir que ce qui se passe, que dans ce cas, on peut regarder l'évolution de la réaction en fonction du temps. Et vous voyez que si je suis cette réaction, eh bien, en fonction du temps, vous pouvez avoir directement des particules, vous apercevez ici la nucléation, et des particules qui vont directement grandir par le mûrissement d'Oswald. D'où c'est réellement la synthèse, je dirais, qui passe en solution cette fois, avec une seule étape de mûrissement par Oswald. On peut également faire notre matériau. Un autre matériau qui est bien connu de vous tous aussi, c'est la sérine, qui a des propriétés catalytiques. Et bien là aussi, on peut, une fois de plus, la synthétiser à partir des ingrédients marqués ici, dans le mélange d'eau-éthanol, à partir du trichlorure de cérium et de thylène de diamine. On va utiliser ce cas en surfactant pour obtenir de nouveau de la sérine avec des propriétés bien particulières ou des surfaces bien particulières. Et en effet, vous allez voir que maintenant, si on regarde, si je peux dire, ce fameux surfactant, qui va être rien d'autre finalement qu'un agent structurant, eh bien on va pouvoir directement orienter, si je peux dire, la croissance, nucléation de ces particules. Vous voyez ici différents surfactants, vous apercevez des particules, ou plutôt des particules, oui, de morphologie différente, avec des nanophiles, et ainsi de suite. D'où tout ça pour vous montrer, et je pense que je ne rentrerai pas dans tous ces détails, ce sera l'objet du cours de l'année prochaine, de savoir comment ces surfactants permettent d'avoir une croissance dirigée sur des matériaux. Mais pour vous montrer la variété de matériaux que l'on peut obtenir et de morphologie. Enfin, un autre matériau, aussi connu, aussi important, est le titanate de barium. C'est un matériau qui est bien sûr très utilisé pour tout ce qui est capaciteur multicouche, dispositif optoélectronique, hors mémoire vive d'ordinateur. Bien, ce matériau, on peut le synthétiser à haute température, à 900 degrés, comme on peut le voir ici, mais on peut également le synthétiser par la méthode hydrothermale à des basses températures, 200 degrés C. Dans ce cas, bien, on va utiliser, je dirais, les précurseurs qui vont être le chlorure de barium et l'oxyde de titane, et on va utiliser dans ce cas l'hydroxyde de sodium comme minéralisateur. Et on peut préparer cela à 200 degrés. Et vous voyez qu'en ce cas, une fois de plus, on obtient des particules totalement différentes. Eh bien, elles sont totalement différentes pour la bonne et simple raison que, dépendant des précurseurs qu'on va mettre, on va pouvoir avoir des nucléations différentes. Nucléations différentes, et vous allez avoir deux mécanismes possibles. Le premier mécanisme, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, vous avez la particule TiO2, et dans ce cas, vous apercevez que la particule TiO2 va rester tout simplement dans le cœur. Et vous allez avoir directement le titanate de barium qui va pousser à l'extérieur. Ce que j'appellerais une transformation cœur-coquille. Et dans ce cas, bien sûr, il va falloir que les ions barium puissent directement traverser cette couche pour aller directement réagir avec TiO2. En revanche, en dessous, vous allez avoir un mécanisme totalement différent. Où dans ce cas, eh bien, vous allez avoir, je dirais, une solubilité complète de TiO2, et vous allez dans ce cas créer des germes de titanate de barium. Et c'est à partir de ces germes que la nucléation directement va se produire. Donc vous voyez, il y a deux mécanismes totalement différents, et ça, eh bien, ce n'est pas évident directement à comprendre et à suivre, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a dans ce domaine également l'utilisation des grands instruments pour suivre ces réactions hydrothermales. Vous avez ici une manip synchrotron, comme indiqué ici, où dans ce cas, eh bien, à travers une cellule, vous avez directement le réacteur qui est à l'intérieur, et bien, à travers une cellule, on va directement voir ce qui se passe en fonction du temps. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, vous pouvez obtenir à 180 degrés C, vous voyez directement l'évolution des gammes de diffraction, et notez bien sûr qu'en ce cas, on ne va pas utiliser du NaOH, mais on va utiliser directement de la soude deutérée, car le deutérium va sortir bien mieux neutron. Et si on fait cela, bien, on va pouvoir directement tracer en fonction du temps l'évolution des pics correspondant à la croissance de la phase BaTiO3 et la disparition de la phase TiO2. Et vous voyez qu'à partir de ça, eh bien, on peut directement en déduire le mécanisme de nucléation-croissance dont je vous ai mentionné au plus tard. Donc vous voyez que dans tous ces cours, finalement, la systématique devient la même.
C'est-à-dire qu'on va préparer des matériaux, ensuite on va essayer de déterminer des techniques pour aller voir réellement ce qui se passe. Et, bien sûr, la dernière étape que je vais mentionner, c'est comment on va pouvoir utiliser maintenant l'hydrothermal pour faire, je dirais, de la détection de nouvelles phases de façon rapide. Et là, je voudrais partager avec vous certaines manips qui sont faites récemment, qui sont, je dirais, très intéressantes, où des gens ont finalement mis au point un système, je dirais, laboratoire de combinaison chimique ou de combinatoire. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, voilà ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On a les autoclaves, je l'ai mentionné, avec à l'intérieur des téflons. Et là, je l'ai mentionné au départ, on fait une expérience et c'est directement tout ou rien. On a fait le matériau, on ne l'a pas fait. Eh bien, ce que les chercheurs, je dirais, de Chicago ont mis au point, c'est, je dirais, une méthode combinatoire de faire l'hydrothermal. Vous allez voir, c'est de façon très simple. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, ils vont directement utiliser des poches de téflon, c'est-à-dire des réacteurs simples, vous voyez, plusieurs réacteurs qui vont tous mettre dans la même autoclave. Et dans ce cas, eh bien, ils vont pouvoir directement utiliser une série de compositions pour finalement aller mettre des points dans un diagramme ternaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez remplir directement ces poches de téflon avec les réactifs et ils jouent sur le fait que le téflon va être perméable à l'eau au-dessus de 150 degrés. Ce qui fait qu'au-dessus de 150 degrés, eh bien, l'eau va migrer directement dans chacun des sacs. Ils vont avoir directement une série de compositions et de réactions. Eh bien, grâce à cela, ils ont pu mettre une grosse quantité de nouveaux matériaux à jour. Et je vais montrer un exemple. Voilà directement la synthèse servothermale dans le système argent, vanadium, acide fluorhydrique. Voilà directement le départ. Ag2O, HF comme minéralisateur en ce cas, V2O5. Et là, ils vont directement préparer, par exemple, une série de compositions dans cette partie du diagramme jaune ici indiqué ici. D'où ils vont directement préparer une quinzaine de poches qui vont toutes mettre dans la même autoclave. Ils vont faire la réaction à 150 degrés et ensuite des diffractions X pour matcher directement où est-ce qu'ils sont ici. Et bien, grâce à cela, vous allez voir que dans certaines des poches, vous allez trouver des cristaux. À partir de ces cristaux, eh bien, on peut résoudre la structure. Et là, ils ont mis un nouveau composé, qui est un composé de la formule Ag4, V2O6, F2. Et ce composé peut, bien sûr, ensuite être synthétisé à l'état de poudre avec les morphologies considérées et comme il le souhaite. Donc voilà, si vous voulez, je dirais un exemple assez attrayant d'utilisation de cette chimie combinatoire en autoclave pour préparer de nouveaux composés. Un autre exemple, aussi flagrant, si ce n'est même plus, c'est tout simplement la synthèse des phases de la phosphite. Alors bien sûr, ces phases, certaines avaient déjà été rapportées, mais ces chercheurs ont directement revisité l'ensemble de ces matériaux en synthèse hydrothermale. Et pour ce faire, la réaction qu'on peut voir ici, elle est relativement simple. Vous mettez directement l'oxyde d'alcalin dans l'alcalinot terreux, vous mettez dans ce cas directement l'oxyde de métal 3D et vous pouvez obtenir directement les phases ABO2. Par contre, la question là, c'est directement de savoir comment vous allez ajuster directement les propriétés des oxydes alcalins avec celles directement des oxydes ternaires. Et bien là aussi, par la même approche, ils ont directement défini ou fixé l'oxyde alcalin et ils ont varié directement les différents oxydes comme indiqué ici. Et grâce à cela, ils ont pu directement, rapidement, déterminer les différentes phases selon, bien sûr, l'acidité ou la basicité de ces différents oxydes. Et c'est ainsi que, en faisant ces expériences avec l'oxyde-hydroxyde ou alors le trihydroxyde, bien, ils ont pu obtenir directement de nombreuses phases de la phosphite, dont la structure est lamellaire. Vous voyez ici les atomes de cuivre ou d'argent qui se situent directement entre les feuillets. Donc tout cela pour vous indiquer finalement la richesse de ces synthèses hydrothermales pour la préparation de nouveaux matériaux, et ainsi de suite. Alors, un dernier point qu'il faudrait couvrir, que j'ai mentionné au départ, c'est que, outre cette synthèse de nouveaux matériaux, de nouvelles phases, on peut également utiliser cette synthèse hydrothermale pour faire de la croissance cristalline. Et en effet, dans ce cas, eh bien, on va utiliser, comme vous pouvez voir ici, maintenant ces genres d'autoclaves qui, je vais appeler, sont à deux compartiments. Vous voyez, comme il est indiqué ici et indiqué ici. Bon, on va comprendre et voir comment cela fonctionne avec ce schéma indiqué ici, où maintenant, eh bien, je vais avoir cette autoclave avec deux compartiments dont la température va être différente de 10 à 15 degrés C. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre en ce cas directement ma solution, et ensuite, eh bien, lorsqu'on va chauffer, il va y avoir une convection
dans laquelle la solution enrichie en espèces directement solubles va monter, va aller directement cristalliser et se refroidir sur le cristal pour ensuite revenir au bas pour de nouveau s'enrichir de nouveau. Et ainsi, on va pouvoir faire de la croissance cristalline de différents cristaux par cette méthode. Et là, vous allez voir comme cette méthode a été utilisée, je dirais, industriellement pour faire de nombreux cristaux de différentes espèces et ainsi de suite. Un exemple, c'est la synthèse des cristaux de quartz qui se fait comme indiqué ici, avec ce même compartiment, avec haute température et basse température, pour avoir dans ce cas la croissance en haut. On va utiliser dans ce cas un hydroxyde de sodium comme minéralisateur qui va permettre d'augmenter la solubilité des différentes espèces de silice et ainsi de suite et d'obtenir des cristaux. Et par cette méthode, on peut obtenir des cristaux, je dirais, des kilogrammes après 10 jours, je dirais, de synthèse. Et ça a été utilisé pour les cristaux de quartz. Ça peut être utilisé encore mieux pour de plus beaux cristaux. Vous avez ici directement des cristaux d'émeraude qui ont été fabriqués par ici. Et dans ce cas, on va utiliser directement une autoclave, si je peux dire, à 3 températures, avec une zone froide au milieu, une zone chaude dans laquelle on va utiliser dans ce cas de la silice, et bien sûr, on va utiliser en bas les autres ingrédients que sont l'alumine, l'oxyde de beryllium et des oxydes de chrome pour dopage par chrome. Le principe est la même chose, on va chauffer, on va générer cette convection qui va faire en sorte qu'il va y avoir directement un flux qui va aller de la zone chaude à la zone froide pour faire accroître le cristal, et ainsi de suite. Et dans ce cas, une fois de plus, vous voyez, on va utiliser un chlorure d'ammonium comme minéralisateur. Bien, cela nous permet d'obtenir les cristaux d'émeraude dont la formule est indiquée ici. Alors, on peut directement, dans ce cas, obtenir une quantité de cristaux. Et vous avez ici une liste de cristaux qui ont été obtenus par cette méthode hydrothermale, cette croissance thermale. Vous avez du rubis, du oxyde de carbone, des grenats, corindum, et ainsi de suite. D'où, j'espère nous avoir convaincu de la richesse de cette méthode hydrothermale pour préparer directement des différents matériaux à l'état de poudre, de nouvelles phases, voire de nouveaux cristaux, ou reproduire des cristaux. Et bien, si vous voulez, c'est ce que je voulais vous dire sur la synthèse hydrothermale. Et maintenant, je voudrais terminer ce cours par une autre dimension de synthèse hydrothermale qui se propage ces temps-ci, c'est la façon de chauffer les échantillons. Et vous allez voir que là aussi, il y a eu, je dirais, un changement drastique ou une évolution de cette synthèse hydrothermale selon le moyen de chauffage. On a vu jusqu'à maintenant, le chauffage se faisait en autoclave à l'intérieur du four, ce que j'appellerais ça un chauffage diffusif et convectif. Et bien maintenant, on va voir qu'on peut également avoir des chauffages différents. C'est ces fameux chauffages assistés par micro-ondes qui vont avoir certains avantages, car ils vont être plus rapides, plus homogènes et plus efficaces. Alors finalement, c'est quoi ce chauffage par micro-ondes? Bien, ce chauffage par micro-ondes, il va générer de la chaleur par deux mécanismes. Ces deux mécanismes vont être la polarisation dipolaire et la conduction ionique. Alors la polarisation dipolaire, on va directement avoir des particules ou des molécules dipolaires qui, dans ce cas, vont osciller à une vitesse déterminée. Et lorsqu'on va directement envoyer notre radiation électromagnétique, il va y avoir un couplage entre cette oscillation dipolaire et l'oscillation de ces radiations électromagnétiques. Et bien sûr, il va y avoir une certaine valeur au-delà de laquelle ces oscillations ne pourront plus suivre finalement le champ de radiation électromagnétique. Et dans ce cas, on va avoir ce qu'on appelle une perte d'électrique. Et cette perte d'électrique qui va directement conduire au réchauffement. Et on a également ensuite le mouvement des charges, et on verra ça, l'importance sous peu, où dans ce cas, finalement, l'échauffement, le réchauffement se fait tout simplement par l'effet Joule, comme indiqué ici. D'où, quand on aura des synthèses à faire, il sera directement important de savoir si on va avoir un chauffage par constante électrique ou par perte d'électrique, ou alors un chauffage par conduction ionique. D'où ça va être un point relativement important. Alors si je considère maintenant le cas des moments dipolaires ou du chauffage par la polarisation dipolaire, eh bien dans ce cas, lorsque je vais avoir directement un milieu diélectrique, eh bien, pour déterminer finalement l'efficacité, je vais la déterminer par cette tangente delta qui va être le quotient de epsilon double prime, qui va être directement la perte diélectrique, c'est-à-dire l'efficacité de la conversion de la radiation électromagnétique en chaleur, divisé par la constante électrique du milieu. Et ça, bien sûr, ça va se faire à une fréquence bien définie, comme vous pouvez le voir ici. Et cette tangente delta va dépendre de la fréquence, c'est-à-dire de la perméabilité du milieu.
Et dans ce cas, eh bien, on va travailler, je dirais, à une fréquence de 2,45 GHz pour la bonne et simple raison, c'est que les autres fréquences sont utilisées soit pour les télécommunications, soit directement pour le militaire. D'où c'est pour ça que les micro-ondes vont directement travailler à cette fréquence bien définie qui est de 2,45 GHz. Alors ici, vous avez, comme vous pouvez le voir, des tangentes delta pour différents types de solvants. Et vous voyez qu'en ce cas, l'éthylène glycol, 1,35, ou l'eau, vous voyez que l'eau à 0,123. Ça veut dire que cette tangente delta eh bien, va finalement déterminer le pouvoir solubilisant de ces différents solvants. Et notez, vous voyez que dans le cas du pyrex, du téflon ou du quartz, eh bien, dans ce cas, on a une tangente delta qui est nulle. C'est la raison pour laquelle eh bien, on va utiliser directement ces matériaux comme récipient lorsque vous allez faire de la synthèse de micro-ondes. Alors, un point qui est vraiment important lorsqu'on fait cette synthèse, c'est de savoir finalement comment ces pertes électriques vont évoluer en fonction des températures. Et bien pour cela, je vous ai mis ce tableau dans lequel vous avez finalement l'évolution de cette tangente delta avec la température. Et vous voyez que finalement, dans le cas des solvants, il y a une décroissance rapide de cette tangente delta avec la température. Pourquoi? Ça veut dire que quand vous augmentez la température, vous avez une viscosité qui est beaucoup plus faible et la friction des molécules beaucoup plus faible. Ce qui fait que dans ce cas, le chauffage est moindre. Par contre, maintenant, si vous avez un chauffage, je dirais, par conduction ionique, et vous prenez le liquide ionique, vous voyez qu'en ce cas, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, l'échauffement ou la tangente delta va augmenter fortement dans le cas des liquides ioniques. Ça veut dire que le liquide ionique va être directement un très bon absorbant de radiation électromagnétique à haute température. Et ça, c'est très important lorsque vous allez faire directement des manips en milieu par synthèse de micro-ondes. Et bien sûr, on peut dans ce cas s'amuser à coupler différents solvants et ainsi de suite. Alors maintenant, bien, comment faisons ces synthèses? Bien, vous avez, je dirais, le four ou le micro-ondes classique de cuisine, où, il ne faut pas se cacher, les premières synthèses ont été faites. C'est-à-dire que ce n'est après que les fours ont évolué pour faire des synthèses beaucoup plus sophistiquées. Bien, dans ce cas, il vous faut des réactifs diélectriques. Et le problème, c'est que la puissance, elle est fixe. Vous avez un seul paramètre, c'est-à-dire que vous mettez votre four micro-ondes sur 900 watts et il va directement chauffer à 900 watts. Et de plus, vous n'avez aucun contrôle, bien sûr, de la pression, ni de la température, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout devient beaucoup plus sophistiqué et on a directement des fours spécifiques, des fours monomodes, dans lesquels, en ce cas, on va directement avoir des guides d'ondes pour localiser le rayonnement. Vous avez, dans ce cas, les différents instruments que vous avez aujourd'hui. L'échantillon va aller à l'intérieur de cette cavité et les récipients qu'on va utiliser, eh bien, c'est du carbure de silicium, dans certains cas, qui absorbe, je dirais, très bien les radiations électromagnétiques, ou alors, ce qu'on utilise le plus fréquemment, c'est tout simplement le Pyrex, comme indiqué ici. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut utiliser maintenant, on peut aller jusqu'à la température de 300 degrés C, mais on peut aller également jusqu'à des pressions de 20 à 30 bars, c'est-à-dire qu'on est directement, encore une fois de plus, dans des conditions, je dirais, hydrothermales. Alors, finalement, comment est ce fameux chauffage micro-ondes? Eh bien, pour ce faire, vous regardez ici deux types de chauffage. Vous avez directement le même tube à essai que vous allez placer directement dans le chauffage par les parois, un bain d'huile, ainsi de suite, et un chauffage à micro-ondes. Vous voyez directement, vous voyez directement qu'un chauffage à micro-ondes est beaucoup plus efficace qu'un chauffage par les parois. Alors là aussi, il faut faire attention, car si on regarde de près, ce n'est quand même pas totalement exact, parce que si on fait une simulation de ce chauffage, je dirais après 2 secondes, vous voyez qu'en ce cas, vous avez également des inhomogénéités dans ce chauffage. D'où là aussi, ça dépend finalement des matériaux que vous utilisez, et bien sûr, dans ce cas aussi, on a également pour agiter des aimants, ainsi de suite. D'où le message de tout ça, c'est-à-dire que si on fait la synthèse, je dirais, hydrothermale assistée par un chauffage de micro-ondes, eh bien tout simplement, il nous faut des milieux absorbants au micro-ondes, c'est-à-dire des solutés polaires avec un large tangente delta, ou bien sûr de très bons conducteurs et également une agitation. Alors comment fait-on ça? Eh bien, je vais vous montrer d'abord en prenant des solides et ensuite en prenant des liquides. Alors si je prends des solides, eh bien, il vous faut des matériaux qui soient directement un oxyde absorbant aux radiations électromagnétiques. Et parmi les oxydes absorbants, vous avez ce que j'ai mis directement en rouge, que vous allez pouvoir utiliser. Par contre, vous avez des non absorbants, c'est-à-dire que si vous mettez de tels composés dans un micro-ondes, eh bien, vous n'avez rien, vous n'avez aucun échauffement. Alors, cette synthèse, je dirais, par micro-ondes, elle a vu le jour
à l'époque des supraconducteurs, dans les années, je dirais, 1987-88. Et en effet, les premiers travaux, c'est un papier de Nature, qui date en ce cas de 1988, où des chercheurs avaient synthétisé cette fameuse phase 1, 2, 3 qu'on appelait à l'époque, qui est un supraconducteur. Et dans ce cas, ils avaient réussi à faire ça par le micro-ondes à 500 watts et 15 minutes. Et je dirais que c'est certainement ces travaux qui ont dynamisé toute la synthèse, synthèse micro-ondes par la suite. Ensuite, je vous ai mis cette réaction car je l'ai trouvée très intéressante lorsque j'ai lu le papier. C'est-à-dire que certains ont utilisé également la synthèse ou le chauffage micro-ondes pour lithier des composés. Et ici, vous avez directement V2O5 qui va être directement réduit par l'iodure de lithium pour vous donner le composé lithium V2O5, plus dans ce cas de l'iode qui va se séparer. Et dans ce cas, bien sûr, votre tube final va avoir une couleur d'iode. Alors, comment ces réactions se passent? Je pense que j'ai un petit film pour vous montrer cela, dans lequel... j'ai pas de clé ici. Ah, voilà. Est-ce qu'elle va sur l'écran? Voilà. Ah, merde. Théoriquement, je dois aller ici. Voilà. Vous voyez, dans ce cas, directement, on est en train de regarder une synthèse en solide. Vous avez le matériau qui va chauffer, là, donc je pense que ça marche. Non? Voilà. Vous voyez? Et dans ce cas, vous avez directement un chauffage local et vous avez le matériau directement qui va réagir rapidement. D'où on va pouvoir directement, on ne peut pas déterminer les températures. Et ensuite, vous avez que le matériau se refroidit. Le micro-ondes est éteint. Et dans ce cas, eh bien, on va obtenir, comme vous pouvez voir, les poudres qui sont indiquées ci-dessous. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a une réaction qui n'est pas tellement homogène. Et je dirais, c'est aujourd'hui la difficulté essentielle avec les synthèses à l'état solide, c'est qu'on n'a pas des matériaux très homogènes. C'est-à-dire qu'après une synthèse micro-ondes, il faut broyer les matériaux et refaire une synthèse. Et ce n'est qu'après plusieurs broyages qu'on va obtenir directement des éléments homogènes. Donc cela n'est pas du tout, et cela directement provient du fait que vous voyez, dans ce cas, il est même impossible de contrôler la température de la réaction. Car vous avez vu directement presque une flamme, d'où on ne peut pas contrôler cette température. Par contre, je dirais dans les solvants, eh bien dans ce cas, on peut mieux contrôler ce qui se passe. Et vous avez dans ce cas les mesures au niveau de température où on a à la fois une fibre optique et un détecteur infrarouge pour déterminer directement la température et on peut avoir une caméra pour voir ce qui se passe. Et effectivement, si maintenant je fais, je dirais, la réaction alors théoriquement, alors oui ma clé, oui, alors théoriquement, je ne sais pas si c'est parti là. Non. C'est parti? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien. Voilà. Dans ce cas, vous avez une réaction directement à l'état liquide. Vous allez voir ce qui se passe. C'est qu'on est en train de chauffer le produit. Voilà. Voilà le micro-ondes. Vous voyez directement la réaction qui se passe. Et là, on va arrêter le micro-ondes. Vous allez voir directement les particules de produits qui vont se former. Vous voyez? On arrête le micro-ondes et on aperçoit directement les particules qui se forment. Vous voyez? Donc voilà, si vous voulez, bon, d'où par conséquent, en étant en solution, on contrôle très bien ces réactions. Alors voilà ce qu'on peut faire. On peut faire la synthèse de plusieurs matériaux. Vous avez ici la synthèse de l'hibernésite qui peut se faire par micro-ondes à partir des ingrédients du permanganate de potassium et du sulfate de manganèse que l'on va mélanger pour obtenir directement cette phase MnO2. Okay. Et rappelez-vous, celui-là est le bon de constante électrique, d'où on peut faire cela absorbant en solution. On peut également faire de la synthèse de ce fameux lithium FePO4 nouveau. Dans ce cas, on va partir de ces différents ingrédients. Donc, tout ça est soluble en solution. Et on va s'amuser directement à utiliser différentes sortes d'acides, acides citriques, pour donner une structuration aux matériaux et obtenir directement ces différentes sortes de composés. Bon, cette synthèse micro-ondes, on peut l'utiliser pour faire des réactions des fluorures, en utilisant dans ce cas des liquides ioniques, comme j'ai mentionné la dernière fois, qu'on va chauffer par micro-ondes, où on va pouvoir obtenir dans ce cas tous ces fluorures. Et ça, c'est encore, je dirais,
des réactions que l'on peut faire par ces micro-ondes. Et enfin, le dernier point qu'il faudrait vous montrer, certainement c'est le point le plus important concernant la synthèse micro-ondes, c'est tout simplement la capacité de faire des nanoparticules et des colloïdes. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, si on regarde les procédés de nucléation et de croissance, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas, puisqu'on a directement un chauffage très rapide, il va y avoir une nucléation ou la fabrication de germes, de quantité de germes très importante. Et on va voir dans ce cas la possibilité de nucléation des différentes particules. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster, je dirais, le mécanisme de croissance et de nucléation, comme je vous l'ai mentionné auparavant. D'où, par conséquent, ici, on va pouvoir, à notre gré, obtenir des nanoparticules, des colloïdes, et on va pouvoir également faire des nanoparticules de taille, de morphologie différente, comme je vous l'indique ici. Donc voilà directement ce que l'on peut faire à partir de synthèse micro-ondes. De nouveau, à partir du moment où on a une puissance de chauffe rapide, on va pouvoir avoir une nucléation très rapide et automatiquement beaucoup de germes, d'où des particules plus petites et voire des colloïdes. Tout ça, c'est un aspect, je dirais, supplémentaire à l'apport de la synthèse micro-ondes aux, réactions hydrothermales. Donc voilà directement à peu près ce que je voulais vous raconter sur la synthèse hydrothermale. Donc pour conclure, j'espère que vous pouvez directement, que vous rappellerez que cette synthèse, ce procédé hydrothermal est directement basé sur les propriétés supercritiques de l'eau, comme je mentionne ici, que toute cette synthèse hydrothermale, je vous ai dit la Terre est d'une cocotte minute, et effectivement c'est le cas, et cette synthèse hydrothermale est responsable de tout, la beauté de nos paysages, et ainsi de suite. On peut préparer une multitude de nouveaux matériaux, et je dirais que quand je dis une multitude, vous avez des milliers de matériaux qui peuvent être préparés par cette méthode. On peut également ajuster cette synthèse pour avoir des particules de forme et de taille souhaitée. Et on peut faire croître des cristaux. Et cette méthode hydrothermale, bien sûr, je n'en ai pas parlé cette année, elle peut être utilisée très largement dans l'industrie pour des grands procédés et fabrication de différents matériaux. Ensuite, je vous ai mentionné le chauffage micro-ondes, qui était tout simplement pour faire directement donner un second souffle à l'hydrothermale. Enfin, on peut également, à partir de cela, préparer des nanomatériaux à une seule étape à bas coût, élaborer des particules corps couronne, et, je dirais, de nombreux papiers sont sortis sur des matériaux. Cependant, les propriétés physiques ne sont pas encore aujourd'hui bien définies. Et, je dirais, le désavantage de cette technique, c'est qu'on ne peut pas effectivement encore reproduire les propriétés physiques que l'on obtient à partir des nanoparticules préparées sous différentes méthodes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur cette synthèse hydrothermale. Et je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, j'y répondrai, ou j'essaierai.